Bonjour à toutes et à tous. Je sais pas si le micro marche. Ouais. Bienvenue à tous les trois. Alors, effectivement, on va parler de Digital Native Vertical Brand, de DNVB, si vous n'avez pas entendu ce terme un peu étrange. C'est vrai qu'on voit que finalement, on a eu une première génération d'e-commerce où c'était juste de prendre son business et d'essayer vaguement de le rendre présent sur Internet. Et là, on voit toute une nouvelle génération d'entreprises qui sont nées à l'heure du digital, qui pensent les choses vraiment dès le début. Mais justement, on a trois super marques avec nous pour en parler. On va démarrer avec Julien de Teddy Bear. Donc Teddy Bear, c'est 2015. Ouais, novembre 2015. Donc c'est déjà une vieille start-up, 3 ans, 4 ans même. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, Teddy Bear, déjà votre activité, et puis pourquoi créer une nouvelle marque? Finalement, il y a déjà plein de marques sur Internet. Donc, Alors nous, on vend un seul et unique matelas qu'on vend uniquement sur Internet. On a ouvert une boutique très récemment, mais qu'on vend principalement sur Internet. On vend aussi une couette, un oreiller, un matelas bébé, un sommier. Donc on a une offre qui est très simple et qui en fait consiste à livrer chez le client notre produit pour 100 nuits d'essai. Donc le client, une fois qu'il reçoit le produit, il a 100 nuits pour décider s'il va garder ou non le matelas. Et en fait, notre approche, pour bien la comprendre, il faut se mettre dans le contexte de l'achat de matelas avant qu'on arrive, où en gros c'est la jungle, on comprend rien, il y a un jargon technique qui est très important. Il y a des boutiques de matelas qui pratiquent des écarts de prix très différents, souvent avec les mêmes marques en plus. Donc on va trouver une marque discountée à moins 60% dans une boutique. Ça, c'est un peu le problème des marketplaces aussi, de temps en temps, qui font un peu ce qu'elles veulent avec les prix des produits. C'est aussi le cas sur Internet, ouais. Et donc du coup, le consommateur comprend rien à ce produit qui est pourtant le produit le plus important de sa vie, parce qu'on passe un tiers de son temps à dormir et qui est un investissement qui est quand même assez important. Donc nous, notre offre, elle est inspirée de modèles américains, c'est de faire un seul et unique matelas dans lequel on va mettre vraiment de la valeur, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'argent dans la distribution, donc comme un Casper aux US par exemple. Exactement. C'est Tuft Needle qui a inventé le modèle et Casper qui l'a vraiment popularisé. Et donc on va mettre plus de valeur dans le produit, on va réduire les coûts de distribution en n'ayant du coup qu'un produit, en n'ayant pas beaucoup d'espace ou une grande offre comme sur une marketplace, et en simplifiant la logistique, parce qu'on va livrer notre produit comprimé roulé donc dans une boîte. Et grâce à ça, il y a un dernier élément qui est du coup le fait qu'on massifie la prod sur un seul et unique produit. On arrive du coup à vendre à 650 €, donc le prix d'un bon matelas Ikea, à vendre un produit qui est de qualité équivalente à un matelas qui serait vendu 1500 € ou 2000 € dans une boutique de literie spécialisée. Alors le prix, mais surtout la qualité, mais au-delà de ça, il y a quand même, j'ai l'impression, on a quelque chose un peu spécifique sur toutes ces nouvelles marques, c'est votre relation au client qui est quand même un peu différente. Alors en fait, on revendique le nom de DNVB et je pense que ce qui nous définit en tant que DNVB, c'est le sens qu'on essaye de donner à certains actes d'achat. En fait, moi, ma conclusion en tant que consommateur, c'est qu'il y a des produits que maintenant je vais acheter de manière vraiment sans réfléchir sur Amazon par exemple ou d'autres boutiques en ligne, et des produits sur lesquels je vais vouloir faire un achat plus réfléchi. Savoir d'où vient le produit, comment il a été fabriqué, je vais vouloir voir des vidéos, je vais vouloir lire des avis clients, et en fait le matelas et les produits qu'on vend tous les trois, je pense que sont des produits de ce type-là. Et donc du coup, pour ces produits très spécifiques, il y a effectivement de la place pour un modèle où en fait on est quasiment industriel, parce qu'on travaille main dans la main avec des industriels, on possède des machines même chez nos industriels, et du coup on intègre vraiment toute la chaîne de valeur, on sait ce qu'il y a dans notre matelas. On sait qu'il n'a pas de biocide, on sait où il est fabriqué, et on arrive du coup à le vendre un peu mieux qu'un autre parce qu'on sait bien en parler, on sait bien le fabriquer, on sait l'adapter avec la data aussi à ce que nos clients veulent. Alors du coup, vous avez démarré en 2015, aujourd'hui vous en êtes où? Tu peux peut-être donner 1 ou 2 chiffres en termes de vente, et puis surtout, vous vendez qu'en France, vous vendez à l'étranger? En 2018, on a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va essayer de faire 20 en 2019. On a une trentaine de personnes dans l'équipe aujourd'hui. On est dans 3 pays, la France, l'Italie et l'Espagne. Mais principalement en France, c'est vraiment notre gros marché et on essaie d'être une marque forte en France. Et on a ouvert un premier point de vente. Pour nous, il n'y a pas de différence online, offline, retail. Pour nous, on veut vraiment être une marque forte, peu importe les canaux. Et on le développe sur d'autres types de produits. Alors justement, peut-être un dernier mot entre ce que tu as vu du e-commerce en France, en Italie, en Espagne. Justement, est-ce que peut-être 1 ou 2 tips à partager sur comment adresser ces audiences de manière différente, ou finalement c'est la même chose? Alors non, c'est pas la même chose. Globalement, on n'est pas aussi heureux qu'on l'imaginait en Italie, en Espagne. Je pense que ça montre bien que dans le modèle des DNVB, il y a vraiment une finesse
dans le lien qu'on doit avoir avec le client, qui est le positionnement prix du produit, qui nous est un peu trop cher pour ces deux marchés, la manière avec laquelle on va parler du produit, le produit même en lui-même. Donc aujourd'hui, on est en train de continuer d'adapter notre modèle pour l'Italie et l'Espagne, mais non, c'est assez difficile. Il y a beaucoup de subtilité dans la création de ces marques fortes. Merci beaucoup Julien. Alors Mathieu, justement Tiptoe pour les gens qui connaissent Tiptoe, excuse-moi, pour les gens qui connaîtraient pas. Donc là, ta promesse sur le site, en tout cas, c'est créer un meuble unique. Ouais, alors l'idée de Tiptoe, donc c'est une marque digitale également qui a été créée en 2015. Il s'est passé un truc en 2015 en France, incroyable. Qui est né en crowdfunding, donc en financement participatif. J'en reparlerai après, je pense, mais c'est d'ailleurs la communauté est vraiment au cœur de l'ADN de la marque. Et nous, notre ambition, c'est de proposer une nouvelle manière d'acheter, de vivre avec ces meubles, avec à la fois pour commencer une découverte en ligne d'un univers inspirant, ensuite l'achat très simple sur notre site d'un meuble qui a un rapport qualité-prix tout à fait remarquable par rapport à ce qui se fait sur le marché, positionné entre les produits à faible valeur ajoutée, à durée de vie très courte, de la grande distribution, et des Ikea, Maison du Monde, et des gros acteurs comme ça, et les acteurs qui ont des produits très haut de gamme mais inabordables en termes de prix. Et on essaye vraiment ensuite d'avoir une expérience vertueuse de bout en bout pour le client, une livraison très rapide avec des produits qu'on reçoit en flat pack, qui s'assemblent très simplement, et dont l'expérience même d'assemblage est une expérience créative, et qui ont une vie très longue. On fait 100% de notre fabrication en Europe, avec des produits durables, et on met beaucoup d'efforts dans la conception par rapport aux autres marques. Donc c'est des produits qui ont des éléments simples, qui ont une esthétique très soignée, et qui sont à la fois forts en termes de design et intemporels. Alors aujourd'hui, on chiffre peut-être un ou deux exemples. Aujourd'hui, on a fait presque 2,5 millions de chiffre d'affaires en 2018. On livre tous les mois dans une trentaine de pays. Vous avez fait le choix de l'anglais, c'est ça Ouais, aujourd'hui, on a seulement une version anglaise de notre site. Pourquoi ça n'empêche pas de faire du business déjà international juste avec une langue ? Non, après, on s'appuie beaucoup sur un réseau d'influenceurs en ligne dont une bonne partie sont anglais, allemands, scandinaves et au Benelux. Donc c'est cette partie, plutôt la partie nord-ouest de l'Europe qu'on touche assez massivement. Mais demain, on aura en effet probablement un site également en allemand et peut-être dans d'autres langues. Alors tout à l'heure, tu me disais que finalement, une des recettes de votre succès, c'est d'avoir eu cette chance de pouvoir customiser le produit. Du coup, qu'est-ce que ça a permis de faire au niveau marketing ? On a commencé avec un premier produit qui a vraiment permis de créer une dynamique sur ce qu'on appelle le user-generated content, c'est-à-dire que si vous voulez, le contenu photo, vidéo d'une marque aujourd'hui, c'est un vrai enjeu, parce que ça coûte cher, c'est très compliqué à créer le contenu. Et nous, en fait, on a commencé avec un produit qui est un pied de table modulable, qui permet de créer une table unique en récupérant une surface ou en achetant un plateau, en faisant faire un plateau de table ailleurs. Et donc chacun de nos clients crée une table unique, donc est fier de sa création et la partage volontiers. Et on les incite à faire ça. Donc on a une grande partie de notre contenu visuel qui est créé par nos propres clients. Donc authentique, donc crée une viralité proche des gens, quoi. En fait, c'est à la fois du contenu qui permet qui sert de recommandation auprès des gens qui connaissent la marque, qui s'intéressent à la marque, mais qui ne sont pas encore passés à l'achat. Et puis c'est très fort en termes de viralité, parce que chaque personne va être un ambassadeur de la marque parce qu'il a créé son meuble et qu'il en est fier. Alors on se dit toujours les DNVB, en fait c'est des pure players digitaux, mais pas forcément que. On a vu même Casper aux États-Unis qui a ouvert au moins souvent un flagship store. Alors justement chez Tiptoe, vous allez aussi aller sur le retail. Vous êtes déjà sur le retail physique. Alors on a commencé avec un modèle de pure player et assez vite on s'est rendu compte qu'en fait pour la plupart des secteurs et a fortiori dans le mobilier, il y a toute une frange du marché pour qui ça va être important de voir le meuble. Un meuble, c'est un achat qu'on va garder longtemps. Nous, on veut que nos clients gardent leur meuble pour la vie, ce qu'il est bien conçu, encore une fois. Donc il y a toute une frange du marché qui va avoir besoin d'aller toucher le produit, de le voir, de le sentir. Et très vite, on s'est rendu compte qu'avoir un réseau très sélectif de distributeurs européens serait quelque chose d'important pour la construction de la marque.
Donc ça a créé une dynamique vertueuse. On a le canal web e-shop qui est majoritaire, qui est le plus fort, qui est vraiment notre cœur de métier. Et puis ensuite, il y a 2 canaux B2B. Un prescripteur B2B, donc c'est un travail avec des architectes d'intérieur. On meuble des espaces professionnels, hôtels, restaurants, bureaux, espaces de coworking. Et un second canal B2B qui est la distribution, où là donc c'est un canal plus traditionnel, mais nous on le fait de manière vraiment ciblée. Et quand on s'incarne dans le physique, c'est pour là encore recréer une expérience. C'est une opportunité de créer une expérience, et pas seulement un lieu pour vendre et couler du stock, quoi. Bon, merci beaucoup Mathieu. Alors Guillaume, nous on se connaît de vie antérieure depuis assez longtemps. Tu as été en agence et puis après tu as été CDO de Ferrero, tu es repassé en agence et là aujourd'hui tu es côté start-up, côté DNVB. Donc peut-être ça m'intéresse déjà parce que finalement on n'a pas trop défini ce terme. Comme toi tu as vu, enfin tu n'es pas né dedans tout de suite et tu as vu d'autres façons de travailler. Comment toi tu caractériserais finalement qu'est-ce que c'est qu'une DNVB par rapport finalement à une start-up normale ou à un grand groupe ou qu'est-ce qui fait leur spécificité finalement? Alors, bonjour à tous. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des différences à ces caractéristiques et de mon regard d'ancien annonceur FMCG qui sont tous très positifs, j'ai envie de dire, au quotidien. Dans les grandes lignes, les 4 caractéristiques, c'est premièrement ce sourcing direct qu'on a avec les producteurs. Ensuite, il y a effectivement l'autre côté de la chaîne qui est en fait cet accès direct à la distribution. Au milieu de tout ça, il y a cette expérience client qui revisite complètement les fondamentaux de la marque, tellement elle est forte, tellement elle est enrichie. Et ensuite de cela, il y a souvent une modification très profonde du mix média qui va se reporter sur les réseaux sociaux, sur l'influence, beaucoup plus que ce que l'on peut faire chez un annonceur traditionnel. Donc Wopilo est une marque qui est née en fait en tant que pure player, qui est une innovation qui a été lancée bien après vous deux, donc sur Kickstarter, avec une campagne qui a réuni des acheteurs de 40 pays, qui nous a permis de préparer 1700 oreillers en 30 jours, et c'est comme ça que l'histoire a démarré. Elle a démarré par une intuition et un ressenti en fait, du fondateur, qui était un très mauvais dormeur, et qui avait vraiment besoin de trouver une solution, qui grâce à des ostéos a pu concevoir ce qu'est aujourd'hui un Wopilo. Vous le voyez, vous en voyez un à l'écran. Je confirme, tu m'en as envoyé un, j'ai enfin eu le temps de le tester, de côté, super efficace, du coup ma copine me le laisse pas. Donc, très bien. Ça marche très bien. Bravo. Et effectivement, c'est un oreiller qui est innovant, un oreiller qui est made in France et qui en fait définit complètement l'expression de ce que nous sommes. Peu d'entre vous risquent de nous connaître. Est-ce que quelqu'un a un Wopilo dans la salle, à part Emmanuel ? Non, vous voyez, donc il faut que je vous explique qui nous sommes. Ça tombe très bien. Nous sommes des bienfaiteurs innovants du sommeil. Ça veut dire qu'on a en fait développé cet oreiller innovant, made in France, qui en fait a pour mission d'améliorer le sommeil de millions de personnes. Et vous aussi, ne vous oubliez pas. Et donc, c'est un oreiller qui allie en fait un équilibre parfait entre le confort et le soutien cervical. Voilà en gros ce qu'est Wopilo. On est au lancement important d'une nouvelle plateforme de marque. On va lancer d'autres produits aussi, parce qu'on a commencé avec un oreiller. Là, on va rentrer dans un domaine de personnalisation 100% des oreillers. Donc, on est dans une phase de notre vie de jeune start-up très importante. Alors, jeune start-up, mais j'étais quand même assez surpris des chiffres que tu partageais avec moi, de ventes par mois déjà. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, nous, notre unité, c'est plutôt l'oreiller, parce qu'encore une fois, on est très petit, donc on ne peut pas annoncer d'aussi beaux chiffres que les bien plus grands. On a passé effectivement le cap des 1500 oreillers vendus par mois, donc on est assez content de ce qui se passe. Là, tu vas plus à la poste toi-même. Voilà, on va plus à la poste nous-mêmes, on s'est organisé différemment. Alors, on n'a pas encore les drones comme ce que tu as montré tout à l'heure. Jeff Bezos a dit qu'il avait commencé comme ça aussi. Oui, j'espère que tu fileras comme lui. Absolument. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est assez fantastique, et surtout avec ce regard de FMCG d'avant, parce que je trouve que dans les DNVB, et vous l'avez sûrement ressenti aussi, ce qui est assez impressionnant, c'est comment la marque est complètement enrichie et repensée d'une certaine manière, parce qu'on est habitué à avoir une marque qui reposait principalement sur un produit avant, et sur cette verticale de DNVB, on est sur une marque qui, à mon sens, repose vraiment sur 3 piliers. Le premier qui est le produit, comme toujours, effectivement, mais il y a aussi l'expérience shopper qui est fondamentale, et il y a encore la relation client qui est encore plus fondamentale. Et tout, en fait, notre univers repose sur cette expérience client avec des challenges extrêmement importants. Nous, c'est ce qui nous a permis notamment de remporter le prix de produit élu meilleur oreiller de l'année 2019. C'est cette expérience client qui est allée démarquer encore par rapport aux spécificités produits. Et c'est toute en fait cette attention énorme que l'on y met, parce qu'on se rend compte que sur notre industrie, tout ce qui est expédition et retour gratuit, test,
pendant 30 jours, des longues durées, finalement, ça ne suffit plus et qu'il faut absolument qu'on travaille sur cette personnalisation même de la relation client. Donc ça place la barre extrêmement haute et c'est sûr sur quoi on travaille énormément. Mais alors, concrètement, toi qui as été avant fabricant avec Ferrero et qui devait gérer avec les distributeurs qui finalement étaient entre toi et le client et donc qui n'avaient pas cette data client, finalement d'avoir accès à cette data aujourd'hui, qu'est-ce que concrètement ça peut changer, je sais pas, en CRM, en marketing, en ciblage Alors, ou en dépendance aux distributeurs C'est un soulagement énorme parce qu'effectivement on n'est plus dépendant, on n'a plus toutes ces problématiques de déréférencement qu'on avait régulièrement avec Nutella, avec Kinder et ces combats avec les clients. Là effectivement on est en direct to consumer, donc on a la chance d'être dans cette relation directe. Et du coup, ça enrichit énormément aussi effectivement notre connaissance client, puisque du coup, on a accès à toute cette data, ce que tu évoquais, et que du coup, on peut exploiter nous-mêmes directement cette data pour rendre cette expérience client encore plus riche et être encore meilleur dans le service qu'on va leur apporter. Et ça, c'est un élément qui est très différenciant par rapport à avant, comme aussi cette modernisation du marketing qui est aujourd'hui très concentrée dans les startups et des NVB, alors que dans les grands groupes, on a un marketing innovation, un marketing industriel, le trade marketing, souvent des conflits entre ces départements. Et bien nous, on vit tout ça au même niveau, complètement de manière intégrée. Il n'y a pas de gens schizophrènes, ça, ils n'ont pas le conflit entre eux-mêmes. Non, je pense à tout gérer, quoi. Je pense qu'on travaille différemment. Et ça, c'est assez sympa. Ok, alors Mathieu, justement, toi, tu me disais tout à l'heure que finalement, le premier employé que vous avez pris, c'était au service client, ouais. Ça peut être un peu surprenant quand même, on se dit. Ouais, nous en fait très vite. On voit des gens en sales ou en marketing. Ouais. Non, très vite on s'est rendu compte que ce poste ce serait la voix de la marque et que pour créer de la viralité, ne laisser aucun détracteur de la marque. En tout cas, lorsqu'il y a un client satisfait, toujours faire le maximum pour résoudre son problème et le transformer en ambassadeur. Exactement. Systématiquement, prendre soin finalement de chaque nouveau client à part entière. Ouais, c'est ça. On a vraiment, je pense, on déploie un effort vraiment important sur le service client et le fait de toujours s'assurer que 100% de nos clients sont satisfaits et repartent avec une image positive de la marque et savent parler de la marque et deviennent ambassadeurs, vraiment, c'est ça. Et alors Julien Tedibert, c'est aussi assez créatif, du coup pas d'agence aussi, gérer en interne la création, le marketing, la pub. On fait tout en interne, après on a une agence pour acheter les agences, elles vont faire la gueule avec les DNVB. Là on doit bien acheter du média quand même, donc on achète du média par une agence, mais toutes les créas on les fait en interne. Et ça nous permet de vraiment avoir un c'est finalement assurer cette cohérence du produit à l'expérience, à la com, où tout est bien emboîté. Finalement, c'est hyper intelligible pour le client et on retrouve un peu cette authenticité tout au long de la chaîne, quoi. C'est ce qui donne les marques très fortes qu'on arrive à faire, c'est que tout est fait en interne et on essaie de faire peu mais de faire bien. C'est un peu les artisans du commerce ou du digital. Guillaume, je te voyais vouloir réagir. C'est vrai qu'effectivement, là, c'est une chance énorme de pouvoir effectivement gagner cette agilité au quotidien et de pouvoir s'autoriser en fait à piloter tout ça. Alors c'est vrai qu'on est aussi sur des marques qui sont plus jeunes par rapport à des marques qui sont extrêmement vieilles, encore une fois en fonction d'expériences passées et qui ont beaucoup de contraintes. Là, j'ai envie de dire la contrainte, elle réside uniquement dans la capacité des hommes à innover, à être agiles, à bouger et à faire des choses qui aient du sens pour nos clients et pour l'ADN de nos produits et de nos marques. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles incroyable parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens de manière très violente sur cette différence d'approche dans le travail entre un groupe industriel versus l'agilité des startups et en plus des NVB avec cette conscience extrême de l'expérience client et de toute cette valeur. Et ce qui est marrant et ce qui est génial, c'est qu'en fait, on voit des retours extrêmement précis. Nous, on analyse énormément, et vous aussi, j'imagine, tous les avis clients. C'est le cœur de notre communication. Et on voit, ça ne rate pas. Premier type de retour, confirmation effectivement sur la promesse du produit. Alors nous, on est vraiment sur les problématiques de cervical résolues aussi, qui ressortent beaucoup. Ensuite, la qualité. Et le troisième, mais qui revient systématiquement, c'est cette relation client. Et qu'ils expriment dans les avis. Aussi, Et ils sont très étonnés, comme si ça devenait anormal en France de bien traiter un client. C'est presque ça d'une certaine manière. Et du coup, ça crée une différence fondamentale dès l'instant qu'on s'occupe, nous, correctement de nos clients. Bon, un grand merci à tous les trois. Je pense que ça va inspirer quelques grands acteurs à redevenir peut-être un peu plus artisans dans l'âme. Merci à vous et on va vous suivre dans les mois et les années qui viennent. Merci encore.